Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21. Ça y est, la plus grande course du monde, c'est ce week-end, les 24 heures du Mans. Et avec moi, quelqu'un qui sera sur place pour couvrir l'événement pour Multi-21 et aussi beaucoup pour son plaisir. Louis Matelin, ça va Louis ? Salut Clément, salut à tous. Bah ouais, j'y serai quand même plus pour mon plaisir, mais j'essaierai de faire mon mieux pour Multi-21. Alors, au moment où on enregistre, nous sommes en pleine hyperpole. Nous, on n'enregistre pas en direct, on est un peu des fous. Mais bon, calendrier oblige, hein, Louis après doit partir pour Le Mans très bientôt. Et on va passer en revue, comme chaque année, comme on a fait depuis que la chaîne existe, les différentes catégories. Alors pour les catégories GTE AM et LMP2, on va juste voir un peu nos chouchous et qui on voit pour la victoire. Pour les catégories GTE Pro, il n'y a que 8 voitures et Hypercar où il n'y a que 5 voitures. Bien évidemment, on verra tous les concurrents parce que on a le temps d'être beaucoup plus exhaustif. Et à la fin, bien évidemment, on donnera nos vainqueurs dans chacune des 4 catégories. Même si Le Mans, c'est un peu la loterie, on va essayer quand même d'avoir une petite vision de Madame Irma et de s'y retrouver. On va commencer par le GTE AM, mon cher Louis. Alors, avant de commencer sur nos chouchous chacun, sur les voitures qu'on va suivre plus précisément, on s'est d'abord mis d'accord sur 2 voitures qui vont jouer la gagne, elles, de façon quasi sûre. C'est la 56, la Team Project One, la Porsche, et la 88, la Dempsey Proton Racing, une Porsche aussi. Bataille entre 2 Porsche au sommet. Je te laisse nous présenter une des 2 voitures. Bah écoute, oui, c'est 2 voitures qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes dans cette catégorie, la 88 et la 56. Je vais commencer par la 88, la Dempsey Proton Racing, avec notamment Julien Andlauer, Dominique Bastien et Lance David Arnold. Alors c'est 2 pilotes qu'on connaît un peu moins bien, mais qui ont été très très rapides lors des essais. Et puis Julien Andlauer, on le connaît bien, hein, ça fait longtemps qu'il roule pour Porsche. Il a gagné la Carrera Cup en France. C'est un pilote qui est soutenu par Porsche, et Porsche, d'ailleurs comme beaucoup de constructeurs allemands, a un pool de pilotes officiels qui place un peu en compétition client chez les plus gros teams privés. Et c'est un peu ce que fait Porsche ici avec Julien Andlauer, qui un jour sera certainement dans une Porsche officielle. En tout cas, un équipage qui va aller très vite. Ouais, tu parlais de pilotes placés un peu partout. C'est le cas aussi de Lance David Arnold qui est placé régulièrement en Intercontinental GT Challenge, en ADAC GT, Master par Porsche. Il fait partie de ce pool de pilotes. Et 3 pilotes qui connaissent très très bien la Porsche, même s'ils ont plus l'habitude d'évoluer avec la GT3 que la RSR. C'est un trio qui nous a beaucoup impressionné sur les qualifs, sur les premières qualifs, qui fera partie bien évidemment du Fast 6 qui a lieu en ce moment même. Et oui, très clairement, c'est les vainqueurs, c'est les prétendants légitimes à la victoire, mais c'est pas les seuls. Il y a Team Project One qui, si vous nous suivez depuis que la chaîne existe, vous savez que c'est un peu nos chouchous, hein, depuis qu'ils sont arrivés. Ils nous ont vraiment étonnés et ils font les choses très très bien. Et puis le trio Keroli, Perletti, ça marche super bien. Matteo Keroli, c'est un super fer de lance pour cette équipe. Et encore une fois, ils seront là pour lutter pour la victoire finale. Donc c'est les 2 équipages qu'on voit lutter à coup sûr. Mais on a aussi nos voitures qu'on va regarder plus attentivement. Et je te laisse nous donner tes 3 voitures que tu vas regarder aussi dans cette catégorie GTE AM. Alors une autre voiture moi qui me séduit assez, c'est la 95, hein, l'Aston Martin du TF Sport. TF Sport, c'est une écurie qui était avant en championnat d'Europe, qui est montée un peu, qui a un peu monté les échelons. Absolument. Qui désormais est en championnat du monde. Et il y a un bel équipage avec John Hartshorne, pardon, c'est pas évident à dire, Ollie Hancock et Ross Gunn, qui sont 3 pilotes britanniques qui s'entendent assez bien et qui en général sont assez rapides. C'est pas mes favoris, mais en tout cas ce sera des beaux outsiders. Et Ross Gunn qui est un pilote Aston depuis très très longtemps et qui pour le coup connaît très bien, lui fait partie des pilotes officiels Aston qui ont été placés justement dans les équipes pour leur permettre d'avoir de l'expérience. Exactement. Et puis il y a deux équipes Ferrari que je vais suivre de près, la 47 et la 80. Alors la 47, c'est la Settila Racing de Roberto Lacorte, Giorgio Cernaggiotto et d'un certain Antonio Fuoco, un nom qui vous dit quelque chose parce que c'était un pilote soutenu par Ferrari en Formule 2. Et puis la 80, donc, qui est la voiture d'Iron Lynx, avec Matteo Cressoni, qui est un pilote qu'on connaît bien et qui est déjà à plusieurs participations au Mans, Rino Mastronardi et un certain Callum Ilott, seconde Formule 2, très proche de Mick Schumacher, qui lui n'a pas vu les portes de la Formule 1 s'ouvrir. Et moi, ma petite intuition ici, c'est que du côté de chez Ferrari, on est en train de soutenir un peu les pilotes maison, peut-être pour préparer l'avenir et pour préparer des futurs équipages, pour que ces jeunes pilotes se fassent un peu la main en endurance avant de débarquer dans le grand bain de l'hypercar en 2024.
Ouais, c'est une hypothèse que tu as remarqué et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut bien à un moment placer les pilotes. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Sam Bird, qui paraît un choix évident pour Ferrari à long terme, mais il faudra d'autres pilotes avec lui, parce qu'il y aura 6 pilotes à prendre et effectivement, ces 2 pilotes soutenus par Ferrari sont des candidats légitimes à se baquer, eux parmi d'autres, mais oui, effectivement, c'est pour ça que Ferrari les a placés là. Moi, mes 3 équipages, il y aura aussi une Aston Martin, la 98, la Aston Martin semi-officielle, c'est la officielle du privé comme depuis un moment. Paul Dall'Anna n'est plus avec ses 2 coéquipiers de toujours, avec l'ami Pedro Lamy. Désormais, c'est Niki Team, champion du monde de GT, s'il vous plaît, qui l'accompagne, et Marco Gomez, donc un équipage très très rapide. Mais évidemment, Paul Dall'Anna sera comme toujours le maillon faible de cette équipe, mais c'est pour ça que moi je choisis cette équipe Aston, c'est qu'à chaque fois on lui met 2 avions à côté de lui et puis hop, il fait ce qu'il a à faire, quoi. Et là, ça sera encore le cas ici, et moi je suis trop content de voir Niki Team, je pensais que j'allais pas le voir cette année, et de le voir sur la piste, c'est un plaisir. Et puis, on a parlé de la Dempsey Proton Racing 88. La 77, je la mets aussi dans les voitures à suite parce que Mac Campbell, Christian Reid, ça va toujours très très vite. Cette année, ils sont avec Jackson Evans. Il y a un moment où ils étaient avec Julien Handler, justement. Équipage très très rapide et qui fera partie de mes favoris pour la victoire avec les équipes dont on a parlé précédemment. Et puis la 33, encore une Aston, décidément j'aime beaucoup les Aston, la TF Sport de Felipe Fraga, Ben Keating et Dylan Pereira. Tu en parlais hors antenne, mais Ben Keating qui avait réussi à faire gagner une Ford GT en GTE-AM, c'est extraordinaire avant qu'elle soit disqualifiée, et qui est un des pilotes amateurs les plus rapides parmi cette caste de pilotes qui ont plus de 50 ans, qui ont un peu de bide et qui courent pour le plaisir. Lui, il est quand même pas là pour rigoler, il est très très fort, que ce soit en Mercedes ou en Aston, selon les championnats dans lesquels il court. Et Felipe Fraga, excellent pilote brésilien. Donc voilà, ça c'est les équipages. Je pense que les 8 équipages qu'on a dit là, c'est le vainqueur probable, on en reparlera tout à l'heure, mais le vainqueur probable se situe sans doute dans ces 8 équipages là quand même. Oui, c'est fort probable. C'est vrai que quand on regarde les autres équipages, il y a moins de pilotes qui semblent aussi forts que ceux qu'on a cités ici. Mais tu l'as dit, tout est possible au Mans, hein. La course dure 24 heures, c'est extrêmement long et il peut se passer plein de choses. Absolument. On va passer à la deuxième catégorie dans laquelle on a les pilotes amateurs, c'est le LMP2 bien évidemment, avant d'attaquer les vrais championnats du monde. En LMP2, on a placé 4 voitures au-dessus du lot vraiment qui nous ont impressionnés. On parlera aussi de nos chouchous après bien évidemment. Les 4 voitures qui nous ont impressionnés, c'est les 2 Jota, la 28 et la 38. C'est la 22 de chez United Autosport et la 41 de chez WRT. Je te laisse nous parler des voitures que tu veux dans le lot, je compléterai. Écoute, je vais commencer par la 38. La 38, donc la Jota Sport, Roberto González, Antonio Félix d'Acosta, et Anthony Davidson. Alors Roberto González, c'est un pilote qu'on retrouve en LMP2 depuis un moment déjà, et qui est quand même assez rapide. Et c'est même difficile à croire que c'est lui l'amateur parmi ces autres pilotes. En tout cas, Antonio Félix d'Acosta, on le connaît très bien, il a été champion de Formule 1, c'est un pilote qui va très très vite. Et Anthony Davidson, c'était un des fers de lance de Toyota il y a finalement pas si longtemps que ça. Donc voilà, un équipage très complet et très très rapide. Alors, je peux aussi te parler, si tu veux, de la 41, qui est un tout petit peu plus loin dans le classement de cette liste des écuries engagées. C'est la WRT, c'est un team belge qui n'est pas là depuis très longtemps, mais qui n'est pas là pour enfiler les perles, hein. Ils sont pas là pour rigoler. Et notamment, cette numéro 41, elle impressionne en championnat d'Europe, avec Ye Yifei, qui est un jeune pilote chinois et qui était soutenu par Renault, si je dis pas de bêtises, je suis pas certain. Absolument. Voilà, et Louis Deletra, qu'on a vu en Formule 2, qui a eu une belle carrière en Formule 2 avant de finalement revenir à ses premières amours à l'endurance, hein. Il avait roulé avec à Rébellion notamment. Et puis un certain, alors tu me diras si ce nom te dit quelque chose, mais un certain Robert Kubica. Je crois que j'en ai entendu parler. Il a fait une saison en F1, c'était pas terrible, hein. C'est tout ce qu'il a fait, je crois, dans sa carrière. Voilà. C'était pas terriblos, ouais. Non, mais il est extrêmement rapide. Effectivement, il lui manquait peut-être un petit quelque chose pour revenir en Formule 1. Il lui manquait un bras. Il lui manquait un bras, mais c'est moins gênant en endurance quand il te manque un bras. Et donc voilà, Robert Kubica, qui est un pilote extrêmement talentueux et qui en plus roule très bien. Alors tu dis qu'il lui manquait un bras quand tu voyais comment il roulait avec la Ford en rallye, tu n'avais pas l'impression qu'il lui manquait un bras. Oui, mais ouais, c'est un excellent pilote et c'est un team qui est particulièrement fort, je pense.
Effectivement, et puis on rappelle que Anthony Davidson est champion du monde d'endurance et a été pilote de F1, donc c'est pas n'importe qui, même si il est plus chez Toyota, ça reste quand même un excellent pilote. Les deux voitures, les deux autres favoris de la catégorie, déjà il y a la United Autosport 22 qui était vainqueur l'an dernier avec toujours Felipe Albuquerque et Philippe Hanson au volant. Exit Paul Di Resta, parce qu'on pouvait quand même pas avoir 3 pilotes de ce calibre-là. Déjà l'année dernière, on se posait des doutes sur le silver de Albuquerque. Bon, cette année, clairement, on pouvait pas y rester longtemps. Non, c'était Phil Hanson qui était silver parce qu'il était jeune. Là maintenant, les deux équipages sont séparés et cette 22 avec Fabio Scherer en plus qui est venu à bord. Voiture extrêmement rapide qui m'a beaucoup impressionné lors des essais. Donc pour moi, c'est les favoris légitimes. Et puis tu parlais de la 38 de chez Jota. Et il y a la 28 aussi avec Tom Blomqvist, Sean Gelael et Stoffel Van Dorn. Alors Sean Gelael, on l'a beaucoup descendu en F2 parce qu'il n'est pas le niveau F1, mais ça reste un pilote qui a atteint la F2 et ça reste un très bon pilote et c'est le moins bon des trois. Tom Blomqvist, bien évidemment, qui a couru en Formule E, Stoffel Van Dorn qu'on ne présente plus, champion de F2, le recordman de points sur une saison de F2, le pilote de F1, pilote de FE, enfin, et exceptionnel pilote. Donc voilà, un trio chez Jota qui sera très très solide et ça c'est les 4 favoris. Mais c'est pas les seules voitures qu'on va regarder attentivement pendant cette course, il y en a quelques autres qu'on a bien aimées aussi. Et oui, effectivement, sur ces voitures qu'on a bien aimées, je vais commencer du coup. Et je vais te parler de la numéro 21, et tu sais de qui je veux parler, hein, de cette Bien Dragon sûr. Speed USA avec Henrik Edman, Ben Hanley, qui sont 2 bons pilotes qu'on retrouve régulièrement en LMP2, et un certain Juan Pablo Montoya. Alors moi, Juan Pablo Montoya, il a fait vraiment toute mon enfance en Formule 1, il me faisait rêver, c'était mon pilote favori avec Fernando Alonso à l'époque. Et Juan Pablo, c'est toujours un vrai régal de le retrouver, même si c'est plus gros Pablo que Juan Pablo maintenant, mais il a un peu de mal à monter dans la voiture, mais une fois qu'il est dedans, il faut s'accrocher pour le suivre. Je crois qu'aujourd'hui il s'est un peu sorti de la piste aujourd'hui, mais c'est le Juan Pablo qu'on aime, c'est-à-dire que de toute façon il sera à fond, il sera à 200% et il n'y a aucun moment où pour lui la gestion en endurance ça n'existe pas, donc ça va être encore une fois, prenez-vous 20 minutes d'on-board de Juan Pablo en moment. Comme d'ailleurs, on l'a pas dit pour le GTE AM, mais prenez-vous 20 minutes d'on-board de Giancarlo Fisichella aussi. C'est des mecs qui sont phénoménaux alors qu'ils ont plus de 45 berges. C'est magnifique à voir. Franchement, c'est magnifique. Ils sont assez incroyables, ouais, effectivement. Sinon, il y a la 21. Non, pardon, j'ai dit la 21. Il y a la 26, pardon, que j'aime beaucoup. C'est la voiture du J-Drive Racing. Le J-Drive, ils ont 2 beaux équipages qui roulent très bien en ELMS. Et évidemment, le J-Drive, c'est le team de Roman Rusinov. Alors, tu parlais un peu de quarantenaires, cinquantenaires qui ont du bide. Ben voilà, Roman Rusinov, il en fait partie. Il en fait partie, mais c'est pareil, une fois qu'il est derrière le volant, il fait pas rire non plus. Il a vraiment la tête du mafieux russe, mais il est pas là pour rigoler. Il est très rapide. Il fera équipe avec Nick De Vries. Alors tu le connais peut-être, il a gagné la Formule 2, je crois. Donc voilà, c'est pas la moitié d'un manche. Et puis il vient d'être champion du monde de Formule E. Et oui, et tu fais bien de le dire, effectivement. Il vient d'être champion du monde de Formule E, voilà. Donc c'est pas un manche non plus, Nick De Vries. Et puis il y a un certain Franco Colapinto, qui est un pilote qui est encore très jeune. Je crois qu'il a 17 ou 18 ans. Il a remporté la F4. En Espagne. C'est ce que j'allais dire, il était en F4 il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai souvenir de lui en Espagne il y a 3 ans. Ouais. Ah ouais, tu vois, il y a 2 ans, c'est encore moins lent que ce que je pensais. Ouais. Je crois que c'était en 2019 qu'il a gagné la F4, et en 2020, l'année dernière, il fait, je crois, 3e de Formule Renault Europe. Ouais, non, mais avant il était. la championnat. Ouais. Donc c'est un excellent jeune pilote, et voilà. Et donc il sera aussi très très rapide avec Rusinov et De Vries. Il manque un peu il manque peut-être un peu d'expérience, mais je pense que ce sera un pilote très rapide. Et puis, je vais continuer sur ma bonne lancée. La dernière voiture que je vais surveiller, mais pas pour les mêmes raisons, c'est la 82 du Risi Competition. C'est une Oreca Gibson, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais on sait que le Risi Competition, aux États-Unis, c'est une équipe qui engage habituellement des Ferrari. Et on parlait tout à l'heure des jeunes pilotes Ferrari qui sont engagés dans des teams Ferrari privés ici pour découvrir un peu l'endurance, pour découvrir les 24 heures du Mans. Ma petite idée, c'est que le Risi Competition, ils ont aussi envie de découvrir un peu comment est-ce qu'on fait rouler un proto au Mans et plus généralement en endurance, pour pourquoi pas accueillir des hypercars Ferrari justement dans le championnat américain en 2024, et qui sait, peut-être qu'en 2024 on aura 4 Ferrari aux 24 heures du Mans, les 2 officiels d'AF Corse et les 2 américaines du Risi Competition.
Absolument. Et d'ailleurs, pour compléter sur ce que tu dis, déjà, c'est une voiture à laquelle il a fait UP Nasser, donc il faut suivre, bien évidemment. Et puis, ce qui se passe avec Franco Colapinto, je me demande si G-Drive n'est pas encore en train de reproduire le modèle United Autosport qu'ils ont fait avec Philippe Hanson en prenant un jeune pilote très très jeune, en le formant, et pour qu'au bout de 2-3 ans, quand il ait à peine 20 ans, il soit prêt à 100% pour le monde de l'endurance, et que voilà, s'il se rend compte qu'il n'a pas forcément le niveau pour la F1, il part directement là-dedans pour les 15 prochaines années. C'est un peu le modèle Thomas Laurent aussi, hein. C'est des jeunes pilotes c'est cette nouvelle génération de pilotes qui choisit très tôt l'endurance et qui performe dedans. Moi, les 3 équipages que j'ai choisis, écoute, je vais commencer, honneur à ces dames. Le Richard Miles Racing, bien évidemment, toujours c'est Signatec qui opère la voiture, avec Tati Calderon, Sophia Fleur chez Bethke Visser. Équipage très homogène, hein. Je me demande d'ailleurs quelle est la Silver dans cet équipage-là. Je me pose une question, je me demande si c'est pas Flörsch, mais j'ai un petit doute. Flörsch est la plus jeune de toute manière, ouais. Je crois. Et puis c'est celle qui allait le moins haut, parce qu'elle est allée en F3. Mais bon, c'est voilà, Bethke Visser, ancienne jeune pilote Red Bull, Tati Caldé, ancienne pilote de F2, ancienne pilote essayeur de Alpha, non, toujours pilote essayeur de chez Alpha, donc un équipage à suivre, bien évidemment. Et puis c'est Signatec derrière, donc c'est toujours du travail bien fait. On parlait tout à l'heure Oui, vas-y. Puis on leur souhaite de réitérer la belle performance de l'année dernière avec une 11e place au général. Ce serait bien, même pourquoi pas, de rentrer dans le top 10, même si ce sera compliqué, parce qu'il y a plus de voitures devant quand même en LMP1 hypercar, mais voilà, on leur souhaite une belle course. Absolument. Mon deuxième équipage, écoute, c'est le High Class Racing, l'écurie danoise qui est là depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, il me semble, avec Anders Flauberg, mais surtout le duo père et fils Jan Magnussen et Kevin Magnussen. Alors on en parlait hors antenne, mais pour moi, de tous les pilotes du plateau LMP2, et je dis bien LMP2 pour l'instant, je ne m'avance pas plus, mais je le pense très fort, le pilote le plus rapide de tous à l'heure actuelle en vitesse de pointe, c'est Kevin Magnussen. Bien évidemment, si Juan Pablo Montoya avait 20 ans de moins et que Robert Kubica avait 2 bras, il serait plus rapide, mais dans les conditions actuelles, pour moi, K-Mag est le pilote le plus rapide de tous les pilotes présents sur ces 24 heures du Mans. Donc j'attends avec impatience ses relais. S'il fait des relais de nuit au moment où d'autres écuries mettent des pilotes amateurs, ça va être un carnage, ça va être extraordinaire. Voilà. Moi je vais me brancher un moment sur un on-board de K-Mag, je suis très friand. Et puis mon troisième équipage, écoute, c'est, on parle toujours dans tous les équipages dont on a parlé depuis le début, il y a toujours un mec qui est arrivé en F1 ou en Formule E, des gros noms, tu vois, des choses comme ça. Et ben écoute, moi je vais parler de l'équipage de la 31, Robin Frijns, Ferdinand Van Ensburg et Charles Miesi. C'est ce que je disais en antenne, c'est un peu mon équipage quinoa, c'est l'équipage un peu des bobos qui te disent toujours tu devrais regarder les matchs du Red Star en 2e division, c'est vachement bien. Bah tu vois, c'est un peu ça. Et Frijns, il a été très bon en Formule E quand même. Robin Frijns est très très bon en Formule E depuis des années. Il a été pilote essayeur pour Caterham. Il a été bon en Formule Renault 3.5. Il avait remporté la Formule Renault 3.5. Il aurait dû aller en F1, il n'y est pas allé. Ferdinand Hansburg, ancien pilote de DTM, avant que Aston Martin ne parte du DTM, pilote qui a été longtemps soutenu par Audi, donc normal qu'il soit chez WRT, excellent pilote. Et puis Charles Milesi, jeune pilote français qui s'est tenté en Super Formula, qui n'avait pas forcément le niveau, mais qui reste un bon petit pilote d'endurance. Et très clairement, c'est un équipage à 3 que j'ai surveillé, même si je ne les vois pas jouer la victoire, on ne va pas se mentir. On va passer maintenant au gros poisson. Hein. Là, on entre dans les grosses catégories. Le LMG. Le GTE Pro, là. Alors, 3 constructeurs cette année. Porsche engagera 4 voitures. C'est 2 officiels plus une WeatherTech et une Hub Auto. Ferrari vient avec 2 voitures officielles. Et le grand retour de Corvette. Alors, en préambule, je vais te poser cette question. Est-ce que Corvette peut réellement jouer la victoire face aux mastodontes Ferrari et Porsche qui sont là toute l'année ? C'est difficile à dire. Déjà, si je dis pas de bêtises, Corvette n'était pas là l'année dernière en plus. Ils n'avaient pas pu faire le déplacement justement pour cause de crise sanitaire. Ils vont redécouvrir entre guillemets Le Mans. C'est une écurie qui court loin de Porsche et Ferrari toute l'année. C'est compliqué sur une course, tout peut se passer. Il y a la balance des performances qui fait que même si la Corvette est un peu en dessous des autres, finalement ça va être gommé. C'est quand même compliqué parce qu'il y a de très très gros équipages chez Ferrari et surtout chez Porsche. Ce sera compliqué d'aller embêter les autres. Mais tout est possible sur une course, sur un one-shot, tout est possible et on sait qu'il peut se passer plein de choses aux 24 heures, donc pourquoi pas. Et puis ils sont en plein renouvellement d'équipage, parce qu'Oliver Gavin a pris sa retraite après Spa cette année. On a été chercher Katzberg et Garcia même Alexander Sims chez BMW en Amérique du Nord, donc c'est
c'est un peu une période, voilà, un peu de Magnussen transition. aussi est parti. Absolument, absolument. Yann Magnussen est parti aussi, donc voilà, on est un peu dans une période de transition pour Corvette, et effectivement, je les vois pas trop jouer à victoire. Alors après, mon cher Louis, qu'est-ce qui te paraît le plus impressionnant entre les deux Ferrari et l'armada Porsche? Alors, moi, je vais te dire, j'ai toujours une petite préférence pour Porsche. Et là, il y a vraiment, sur les 4 Porsche, les 2 européennes, qui sont faites celles qu'on connaît, hein, la 91, la 92, Jimmy Bruni, Richard Lietz et Frédéric Makowiecki, et puis l'autre avec Kevin Estre, Neil Jani et Michael Christensen. Ça, c'est du très très lourd, on a l'habitude de les voir jouer devant. Et puis même sur les 2 autres, hein, la Hub Auto, la Ah ouais, WeatherTech, ouais. hein, on a Maxime Martin, Dries Vanthoor, Alvaro Parente, et puis Cooper McNeil, Earl Bamber et Lawrence Vanthoor. Earl Bamber, c'était un pilote de la 919 hein, en LMP1. Absolument. Les D'accord, frères en 2015. Vanthoor, Maxime Martin, sont des pilotes qu'on a, même Alvaro Parente, ce sont des pilotes qu'on a absolument l'habitude de voir gagner des courses en Porsche, en Intercontinental. C'est exactement, j'allais dire, c'est un équipage Challenge. d'Intercontinental GT Challenge. C'est typiquement un équipage d'IGTC. Ça, c'est complètement ça. Ouais. Exactement, et c'est un gros équipage d'IGTC qui est souvent favori. Et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas favori ici aussi, hein, donc ça va aller très vite. Même si voilà, il y a des très très bons pilotes aussi chez Ferrari, hein, Perguidi, Calado, Le Dogard sur la 51, et puis Serra, Molina, Bird sur la 52, c'est pareil, c'est très rapide aussi. Hein, mais ouais, j'ai une préférence pour Porsche. Et puis cet équipage de la, enfin, depuis quelques années, Porsche est allé chercher des pilotes chez ses copains du groupe Volkswagen, hein, parce que les frères Vanthoor à la base c'est des pilotes Audi. Alvaro Parente, ça a été un pilote Bentley pendant un moment en IGTC, donc ils sont allés chercher les meilleurs de chaque marque du groupe pour les rassembler pour leur armada du Mans. Donc là, ouais, c'est quand même des équipages impressionnants. Moi, je suis comme toi. On en parlera tout à l'heure sur qui on voit gagner, mais sur les 4 Porsche, c'est quand même, même si le trio Pierre Guidi comme le Degard, James Calado, même en vrai Sam Bird, Molina et Serra, c'est très très rapide. Mais tu as l'impression que Porsche, et surtout lors des essais, Porsche avait l'air d'un calme. Toutes les opérations se passaient. Ils t'expliquaient qu'ils allaient faire tel relais, tout se passait sans problème. Ils n'ont eu aucun souci à aucun moment. Ils ont déroulé leur truc. Enfin, c'est vraiment c'est un travail de pro. Je pense que de toutes les équipes du Mans, il y a eu eux et Toyota qui m'ont vraiment impressionné. Et eux avaient l'air encore plus sereins que Toyota, parce que Toyota a une nouvelle voiture cette année, alors qu'eux même pas. Donc à la limite, ils savent la marche à suivre. Ils sont très très impressionnants quand même, nos amis de chez Porsche. Mais c'est Porsche, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de secret. Ils sont en GT, ils gagnent, ils sont en proto, ils gagnent. Voilà, c'est Porsche. Justement, on parlait de Toyota, passons à la catégorie hypercar, la catégorie la moins fournie pour cette année, peut-être pour la dernière année, hein, peut-être que dès l'an prochain ça va redevenir n'importe quoi, avec les 2 Toyota, l'Alpine et la Glickenhaus. Alors Louis, bien évidemment c'est la catégorie reine, c'est là où va se jouer la victoire finale, mais est-ce qu'il va réellement y avoir match entre Toyota et les autres? Bah, on peut le penser puisque d'un côté tu as Toyota qui est certes une écurie extrêmement impressionnante, qui a beaucoup d'expérience, qui a une capacité technique qui est largement au-dessus des autres équipes en termes d'ingénierie, etc. pour développer une voiture. Mais Toyota va venir avec un proto qui est encore tout nouveau, un proto hybride extrêmement complexe. Donc on peut penser que même si Toyota est logiquement favori, on peut quand même penser que ils sont pas à l'abri d'avoir des petits ennuis de fiabilité, ce qui pourrait laisser la porte ouverte à un autre team. Ce qui pourrait laisser la porte ouverte par exemple à Glickenhaus qui aussi découvre sa voiture, hein. C'est une voiture qui a très peu de roulage encore. Ils découvrent le Mans, eux. L'écurie, effectivement, tu fais bien de le dire, découvre le Mans. Donc ce sera compliqué pour eux, mais ils ont une bonne carte à jouer. Et puis au milieu de tout ça, il y a l'Alpine. Alors tu sais que moi je ne porte pas l'Alpine dans mon cœur. Alors on va encore dire que je fais de la mauvaise foi, etc., que je suis anti-français, etc. Mais tu ne portais pas déjà son nom précédent dans ton cœur. Pour toi, ça a toujours été une LMP2. Oui, déjà, cette voiture, moi, ce qui me pose problème avec cette voiture, c'est que c'est une LMP2 d'il y a quelques années. On a un peu relevé les pressions de turbo pour avoir un tout petit poil plus de puissance qu'une LMP2. On profite du ralentissement fait sur les LMP2 pour pouvoir jouer dans la grosse catégorie, et on profite de la balance des performances pour avoir une voiture capable de jouer la gagne, alors qu'on n'a pas dépensé un centime en développement. On n'a même pas dépensé grand-chose sur le châssis, parce que finalement, chez Alpine, on avait déjà des châssis de la MP2. Alors, c'est le châssis Rébellion qu'ils ont repris, hein, donc je ne sais pas exactement si ils ont remodifié leur ancien châssis en Rébellion, ou si ils ont racheté le châssis Rébellion. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, ça leur a pas coûté cher, ça c'est sûr. Ils n'ont pas fait l'effort de développer une voiture, ils ne font pas l'effort d'être là sur le long terme, comme Glickenhaus, comme Toyota.
et ils espèrent profiter d'une balance des performances qui va leur permettre de gagner la course. Si les deux nouveaux protos de Toyota et de Glickenhaus, qui eux ont dépensé beaucoup d'argent, ont dépensé beaucoup d'efforts pour créer une nouvelle voiture, pour nous faire rêver un peu aussi, parce que c'est ça le sport auto, et ben eux ils vont peut-être profiter comme ça finalement du déboire de tout le monde, qui vont tester une nouvelle voiture, et ce serait un peu une victoire volée pour moi si Alpine gagnait. Voilà. Donc c'est une bonne équipe, il y a des très bons pilotes, Mathieu Vaxivière, Nicolas Lapierre, André Negrao, c'est des pilotes qu'on aime beaucoup, mais c'est pas une équipe que j'ai envie de voir gagner. Non, mais je ne peux qu'aller dans ton sens. C'est vrai que ce team, déjà. Enfin, moi, j'étais très peu fan de ces LMP1 non hybrides qu'on a eu pendant 3 ans dans cette phase un peu bâtarde. Mais là, la voir encore là. Alors, je comprends que pour la première course, étant donné qu'il n'y avait pas encore Glickenhaus, c'était bien pour ne pas avoir que les deux Toyota. Mais là, j'espère que ça va s'arrêter là et que à la fin de l'année, c'est fini, parce que sinon, c'est un peu ridicule, quoi. Surtout quand on pense à Ferrari, à Peugeot, à Baïkoles, qui sont en train de taffer sur leur voiture, qui vont peut-être pas arriver au bout, on sait jamais, hein. Regarde Nissan, ça avait pas été au bout. Ouais, Ces trois constructeurs-là auraient la rage de voir Alpine continuer avec cette LMP2. S'ils construisent leur propre hypercar, par contre, là, on sera complètement hype. Mais bon, ah oui, voilà. tout à fait. Si demain Alpine nous sort une hypercar fabriquée par Alpine, enfin dans les ateliers signature, hein, c'est Signatech, Signature qui fait ça, mais si demain ils nous sortent une voiture de travailler de zéro pour cette catégorie, on sera 100% fan. D'autant que le moteur il est déjà prêt, hein, puisqu'ils peuvent aller taper à la porte de Pipo. À mon avis, Pipo il serait capable de vendre aussi le moteur de la Glickenhaus à Alpine. Absolument, Donc, absolument. ça poserait pas de souci, mais au moins on aurait une vraie voiture hypercar faite pour cette catégorie-là, et là on serait absolument derrière. Mais cette manière de faire ne me sied guère. Et pour terminer, avant qu'on passe à nos vainqueurs sur cette catégorie, moi j'ai juste un truc à dire. On en avait parlé lors de la preview de la saison, mais Franck Mailleux à la place de Gustavo Menezes, je veux dire, quand tu avais 7 pilotes, les 7 pilotes qu'ils ont présentés, quand tu avais 6 All-Stars et Franck Mailleux, mais pas Franck Mailleux pour le Mans, je sais même pas ce qu'il fait là. Voilà, c'est un pilote de P2, il a rien à faire ici à ce niveau-là. Même André Negrao, en vrai, dans l'Alpine, n'a rien à faire à ce niveau-là. C'est des pilotes de P2. Donc un peu de standing, s'il vous plaît, messieurs. Quand même, on est dans la catégorie Rennes. Faudra pas que ça dure trop longtemps de voir des Franck Mailleux et des André Negrao là-dedans. Surtout quand on a un Gustavo Menezes qui attend sur le côté et qu'on a des pilotes qui n'ont pas de volant cette année, comme un Lotterer. Bon, ça aurait été sympa de mettre plutôt ces gars-là au Mans. Mais bon, ça, ce n'est qu'un avis. Mon cher Louis, passons aux vainqueurs dans chaque catégorie, alors que l'Hyperpole est toujours en cours. On pensait qu'elle devait se terminer, mais finalement il y a eu un petit drapeau rouge. Donc à l'heure où on se parle, c'est la Toyota numéro 7 et Kamui Kobayashi qui ont fait le meilleur temps en moins de 3,24, comme quoi Ça va très très vite déjà. voilà. Oui. Voilà, ce qu'on nous disait sur l'objectif des 3,30, on a déjà explosé l'objectif des 3,30. Vivement dans 2 ans, ça peut revenir sur des tarifs des LMP1. Louis, je te laisse commencer avec les GTE AM. Qui est ton vainqueur en GTE AM cette année? Eh ben écoute, je vais miser sur la numéro 56 Oh là là, en il l'a GTE fait. AM. Eh oui, je prends des risques, Non, absolument aucun risque. La Team Project One, eh oui, c'est l'équipage qui me fait le plus rêver dans cette catégorie. Comme on l'a dit, il y a d'autres très bons équipages, mais celui-ci, c'est vraiment celui qui est le plus favori. Je vois mal comment je pourrais miser sur un autre équipage dans cette catégorie. Écoute, juste pour pas faire comme toi, je vais prendre la 88, la DMC Proton Racing, mais je vais dans ton sens. Mais pour le petit challenge, bien évidemment, je prends la 88. Voilà. Après, tout est possible, on l'a dit, on le redit, Absolument. tout est possible sur 24. On rappelle que Ben Keating a gagné avant de se faire disqualifier, mais a gagné quand même sur la piste. Alors voilà, tout est possible, c'est les 24 heures. On rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, un dimanche matin, il y avait 2 P2 en tête de la course avant que la Eh Porsche ne oui. remonte. Donc voilà, tout est possible. Et oui, dont le petit Thomas Laurent, on s'en rappelle. Et Ho Ping Tung surtout. Et ça, c'est Pintung, c'est effectivement. incroyable. En LMP2, qui vois-tu gagner dans l'hyper bataille des P2? Oh là là là, c'est compliqué. Tu me fends le cœur de m'obliger à en choisir une. Mais Ah si bah, je devais en choisir une, je vais choisir mes petits chouchous, la 26, la J-Drive, évidemment, de Rusinov Colapinto de Vries. Ah ouais. Oh là là. Ah, je prends des risques plus en LMP2 que en Ah, GTA. mais c'est n'importe quoi. Je pense que c'est la catégorie où tu vas prendre le plus de risques alors que c'est la plus dure à pronostiquer. Bah écoute, d'accord, je respecte totalement pour AG Drive. Moi, je vais partir sur la 38 de chez Jota quand même parce que D'Acosta, Davidson, Gonzalez, théoriquement, ça peut aller au bout. Et peut-être que ça ira au bout. Donc, ouais, je pars sur la Jota. En GTE Pro. Et ben en GTE Pro, ce sera une Porsche. Et alors,
évidemment, entre la 91 et la 92, mon cœur balance et j'ai tiré au sort la 91. D'accord, et ben ça tombe bien parce que je vais prendre la 92, même si je reste un hyper fan de Corvette et j'aimerais une victoire de la 63 pour offrir le Mans à Niki Katzburg, mais ouais, là pour l'instant je vais partir sur la 92, la deuxième Porsche, celle de Christensen, Estrée et Nil Jani, parce que c'est quand même un gros trio. Mais oui, tu parles de Corvette, tu fais bien de le dire. On adore voir Corvette, les Américains, venir défier les Européens au Mans. C'est un peu la super finale, c'est un peu le Super Bowl du sport auto mondial où les Américains viennent défier les Européens sur un terrain un peu neutre. C'est Absolument. formidable. Et quand On adore ça. on avait Corvette et Ford il y a quelques temps, c'était extraordinaire. Et puis en hypercar, pour la victoire finale, qui remportera ces 24 heures du Mans 2021, mon cher Louis? Mais tu sais que moi, c'est la numéro 8 que j'aime. Ah là là. Année après année, je reste fidèle à la numéro 8 et je vais de nouveau miser sur la numéro 8. Sébastien Buemi, Brandon Hartley et surtout Kazuki Nakajima. Mon cœur était brisé de le voir arrêter à 5 minutes de la fin en 2016 sur cette ligne de départ arrivée. Voilà, je m'en suis toujours pas remis et je veux toujours voir cette numéro 8 gagner. Eh ben écoute, moi je vais partir sur la numéro 7, hein, parce que pour José Maria Lopez, surtout, ne nous mentons pas, pour Kamui Kobayashi. Ah oui, quand même. Kamui. C'est surtout pour ça. J'aimerais que Kamui remporte le Mans quand même. Voilà, voilà. Et pour le record du tour. Et oui, ce tour qui nous a sorti, allez le voir sur YouTube, le record du tour de Kamui Kobayashi, il est juste incroyable. On en parlait il y a quelques temps sur Twitter avec des gens de notre communauté, mais c'est peut-être sur ces 15 dernières années, c'est peut-être dans les 3-4 plus grands tours lancés qu'on ait vu. Vraiment, c'est exceptionnel. Ça fait partie des tours qui te scotchent et où tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc ouais, ce tour-là de Kamui Kobayashi est extraordinaire. Du coup, écoute, nous avons fait le tour. Quand même beaucoup de victoires Porsche, hein, que ce soit en GT ou en Proto, enfin en GT AM ou en GT Pro, quand même là on est très Porsche. Et puis finalement victoire je suis porchiste devant l'éternel de toute manière. Donc. Ah là là, tu me dégoûtes quand même, c'est pas possible. Écoute, mon cher Louis, je te remercie pour ce long podcast de présentation de la plus grande course du monde. N'oublions pas quand même Cocorico. Mais oui, course de 24 heures, on peut faire un podcast d'une demi-heure. On pourrait même faire 4 heures dessus. On ne vous cache pas qu'on a déjà fait une demi-heure en antenne avant, donc on pouvait continuer très très longtemps là, vraiment à parler d'endurance. Profite bien de ton week-end dans ces 24 heures du Mans. Mais oui, merci, tout à fait. Et puis, si vous y êtes ce week-end, profitez. Je sais que pas mal de personnes y sont déjà, des gens avec qui on parle pas mal sur Twitter, ils sont. Profitez bien, écoutez de ces 24 heures du Mans, c'est quand même quelque chose d'unique à faire. Il faut le faire. Et puis pour la première fois avec du public, enfin pour la première fois depuis 2 ans avec du public. Et voilà, ouais, ça fait sur les courses, ça fait plaisir. C'est magnifique et on espère refaire des événements avec vous d'ici la fin de saison. Et puis bien évidemment, on débriefera ces 24 heures du Mans dans quelques temps. Tu nous parleras de ce que tu as vu ce week-end, de ce qui était très beau. Et puis, écoute, voilà, je te remercie. Profite de la course et puis on se dit à la prochaine. Salut à tous.